J'aimerais dans un premier temps remercier IDEA et surtout, je dirais pour hier, de mettre un prix à mon nom pour les posters, les affiches des étudiants. J'ai été vraiment touché quand on m'a demandé si je voulais associer mon nom à cela. Évidemment, comme Gilles le dirait, narcissiquement, ça fait du bien. Mais à part cela, c'est ce phénomène d'une communauté que j'ai toujours espéré et qu'on travaille depuis le début, de faire au Québec une communauté de chercheurs et d'intervenants qui sont capables d'arriver à des colloques comme ici, à faire une pratique réflexive pour essayer de faire avancer cette communauté-là. Et moi, je l'ai pris comme ça, de souligner que j'étais un des pionniers dans cette aventure au Québec. Et c'est comme ça que je l'ai pris. Et je vous remercie. Je remercie moi, par exemple, de m'avoir donné la tâche de refaire en fin de journée cette synthèse. Mais c'était, il paraît, le prix à payer pour avoir un prix. Bon. Donc, oui, j'aimerais revenir. Je fais une synthèse, mais comme vous avez vu, j'ai pris l'acétate symboliquement la meilleure. C'est brouillon, hein, j'ai échappé de langue en travaillant ce matin pour essayer de faire la synthèse. Donc, c'est brouillon. Et il y a aussi une chose, on me donne une demi-heure pour ramasser ce que vous avez écouté pendant 2 jours. Donc là-dessus, j'ai un principe, celui d'être inéquitable avec tous ceux qui ont présenté. Alors si je suis au moins juste là-dessus et que j'ai transformé tout le monde, vos interventions, dans la mienne, ben, j'aurais été honnête. Toute synthèse, la mienne, en écoutant, avait ce but-là, d'écouter. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est organisé comme ça pour qu'on puisse faire cette communauté de recherche. Qu'est-ce moi, je retiens dans cette communauté-là comme réflexion sur l'intervention en éthique appliquée et aussi sur cette chose-là qui est amusante pour des éthiciens qui demandent souvent aux gens d'être réflexifs. Est-ce que nous le sommes lorsque nous faisons des interventions? Et je le prends comme ça, cet exercice de réflexivité sur ce qu'on fait au niveau de l'intervention en éthique. Mon plan de la synthèse, donc vous avez ici, je vais regarder le cadre général de l'intervention. Je vais regarder évidemment les contextes, on en a parlé, la question de la demande, les savoirs disciplinaires, les stratégies et aussi l'éthique même de l'intervention. Je vais donc diviser dans ces points-là ces éléments que je retiens. Donc déjà au niveau du cadre général de l'intervention mobilisée, je dirais une première chose. On a eu des conférences où on voit que l'éthicien est sollicité, mais pas vraiment comme une intervention. Il est sollicité, il fait partie d'un groupe, etc. Il est là, mais on ne sait pas exactement, ou on ne demande pas une intervention particulière. Par contre, dans les présentations qu'on a eues pour l'éthicien, et je retiens d'abord avec celle d'André Lacroix qui va venir, il va dire, bien, il faut penser l'intervention en éthique appliquée comme les autres interventions, médecins, avocats, etc. Et si on prend cette ligne-là, c'est pas pour rien que, comme l'avait dit Diane, qu'elle a invité Marie Bellemare ou que Nathalie Lemieux est invitée, parce que là, vous aviez des modèles beaucoup plus classiques d'intervention où des gens, dans leur profession, font des interventions. Et remarquez bien que pourquoi j'ai retenu ces éléments-là, c'est, et Diane l'a mentionné au point de départ, mais ça va pour toujours de soi qu'on le prend dans notre réflexion d'intervention en éthique appliquée, c'est que l'intervention veut amener un changement. Alors la première question qu'on doit se poser, c'est quel changement je veux opérer par mon intervention en éthique. Si je prends un modèle professionnel, je vais amener un changement, et quel est ce changement-là? Et donc ici, on a eu des modèles où on a parlé, donc c'est plus clair dans les interventions traditionnelles, mais en éthique, c'est quoi? Ou en sociologie, en sociologie de l'intervention. C'est quoi exactement? Donc, on a eu, et je pense que vous avez entendu comme moi, différentes pistes. C'est-à-dire que, quand Lise qui amenait d'intervenir, c'est donc provoquer le changement, mais qui allait au niveau de susciter l'innovation. Gilles qui nous a amené à faire advenir le sujet comme changement. Donc sortir d'un assujettissement vers faire advenir le sujet. Bruno qui nous amène
lui, il y a une attaque virale avec la réflexivité, et donc il veut semer ce virus, donc rendre tout le monde malade en sortant de son intervention. Et ça marche! Moi aussi, mais c'est pas malade pour la même raison, mais ça, c'est autre chose. Donc, l'autre, Jean-Philippe, qui sortait toute cette question de faire advenir une démarche intégrative. Donc, on veut amener un changement. Mais quand on pose la question de faire advenir un changement, il va falloir se poser après, mais qu'est-ce qui me permet de définir le changement que je veux faire advenir? J'ai besoin de quelque chose. Et qu'est-ce qui me dit tout d'un coup que c'est tel changement que je veux faire advenir plutôt que tel autre? Qu'est-ce qui vient légitimer déjà cette piste de fixer tel type de changement comme étant l'objet de mon intervention? Et ça va faire appel au savoir disciplinaire sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc déjà là, cette question, jusqu'où on intervient dans le sens que garder le mot intervenir veut dire provoquer un changement. Moi, c'est ce sens fort d'intervention que je préfère garder comme dans toute profession. On peut faire advenir un changement et on a besoin là, donc de distinguer l'intervention proprement dite de la formation proprement dite. On va souvent en éthique faire de la formation, etc. La formation, vous allez me dire, ceux qui sont en éducation comme moi, que c'est un type d'intervention, mais ce n'est pas le même type d'intervention qu'on appelle comme intervention en éthique. Donc, il faut, je pense, distinguer cela. Et d'autre part aussi, quand on nous appelle comme éthiciens pour faire partie d'un groupe de réflexion, là encore, pour moi, ce n'est pas une intervention où là, on s'en va cibler à partir d'un savoir disciplinaire et d'intervenir sur le terrain. Ça, c'est une chose. L'autre chose qui m'est apparue important à souligner dans aussi cette traduction culturelle France-Québec, c'est le statut de la notion d'expert. Donc, qu'est-ce qu'un expert et surtout qu'est-ce qu'un professionnel, parce qu'on associe professionnel avec expert. Et je pense qu'ici, nous avons une fusion entre expert, expertise et professionnel qui vient jouer énormément entre nos discours de ce côté-ci de l'Atlantique et de l'autre côté. L'expert, comme on l'a entendu dire par plusieurs, c'est celui qui prend la place de l'autre, qui décide à la place de l'autre, qui vient dire « voici la solution au problème ». Donc, je fais venir quelqu'un, il regarde ma climatisation, je pense que c'est Gert qui avait appelé ça, la climatisation, il vient dire, bon, voici, ton problème, c'est ça que ça te prend, puis ça te coûte tant. Au Québec, Yves Saint-Arnaud a travaillé depuis longtemps, il est le fondateur de la praxéologie au Québec, a travaillé longtemps sur la question, justement, de cette relation professionnelle. Et donc, ça fait ici au Mont-Québec depuis plus de 30 ans que la question du professionnel comme expert, et ça a été d'abord la première profession qui a été attaquée dans son expertise et son paternalisme, chez nous, ce sont les médecins. Je sais qu'en Europe, c'est encore, ça n'a pas changé, mais c'est encore, c'est nous la première profession, et donc ça a teinté sur toute la façon de concevoir le rôle de l'expert et le rôle et ce qu'on a appelé une expertise. Et donc, dans l'idée, souvent, ce qui s'est passé au Québec, comme l'a amené souvent Saint-Arnaud, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, c'était ce passage entre l'expert, et nous, au Québec, par contre, on est tombé aussi, comme du côté américain, sur un consumérisme du professionnel. C'est-à-dire que je vais chercher mon médecin jusqu'à temps qu'il me dise que j'ai la maladie que j'ai pour pouvoir obtenir mon billet de maladie et pouvoir prendre un congé. Il y a quand un professionnel, aujourd'hui, dans bien des domaines, et ça crée aussi des problèmes éthiques, quand un professionnel dit au client autre chose que le client veut attendre, et je pense que c'est Gert encore qui en parlait, il vous disait à des gens, ben, le professionnel ne peut pas dire ça. Puis je dis, ouais, je ne peux pas dire ça, je vais perdre mon client. Et donc, tu n'assumes plus ton rôle de professionnel, c'est ce qu'on a appelé le consumérisme professionnel. L'expert, nous, on a dans les travaux de Saint-Arnaud, c'est que le professionnel est en relation de coopération. Ce qu'on fait dans une intervention professionnelle, c'est une coopération entre l'intervenant et la demande, la personne, le client, appelez-le comme vous voulez. Et dans cette relation professionnelle, ce sont des savoirs disciplinaires qui sont mis au service d'arriver ici à répondre aux besoins co-définis
ici dans la relation. Donc, c'est juste pour dire que souvent, nous autres aussi au Québec, on va parler d'expertise. Et quand on dit quelqu'un a une expertise, c'est pas qu'il est un expert, c'est qu'il a un savoir disciplinaire qu'il est capable de mobiliser à l'intérieur de son intervention professionnelle. Donc, ce qui m'amène justement à ce cadre général, c'est quoi de l'intervention? Alors, je vous lance ici ce que moi je propose quand je fais aussi mes interventions, et c'est le cadre avec lequel je travaille quand je pense l'intervention professionnelle dans la décision clinique au C3S où je travaille, à retraite. Et donc, ce que vous avez, la relation au centre, le professionnel, la personne en demande. Et dans toute relation, vous êtes toujours dans un contexte organisationnel, on l'a vu, on va y revenir. Mais un professionnel, pour arriver à la question de la demande, doit passer par un savoir disciplinaire et technique pour y arriver. Et on a vu d'excellents exemples, tout ce qu'on a eu avec les conférences là, de Nathalie et de Marie. Dans les deux cas, on a eu, là où on voit, vous avez vu tout le savoir disciplinaire qui était amené pour comment est-ce qu'on arrive à la demande pour arriver à élaborer les stratégies d'intervention. Ce que j'ajoute, moi, donc là, on a toute cette visée, ce qu'on appelle l'efficacité. Hein? Si on fait une intervention, c'est qu'on se demande si elle est efficace, elle va produire des résultats ou pas. Mais de l'autre côté, toujours la dimension éthique de toute intervention, c'est qu'il faut assurer son humanité. Donc, le problème éthique d'une intervention, c'est toujours, hein, et souvent, je pense que c'est Marie qui l'a soulevé, justement, en ergonomie. Comment puis-je assurer l'efficacité de l'organisation sans minimiser l'humanité de ce que je vais faire à l'intérieur? Donc, la dimension éthique est toujours humanisée, hein, ici. Et dans ce temps-là, moi, j'ai toujours l'image de Nuremberg. Hitler était très efficace dans la façon qu'il a voulu solutionner ses problèmes politiques. Mais on sait tous que ça manquait beaucoup d'humanité. Donc, ici, ça, c'est le cadre avec lequel je pense les éléments. Et donc, je vais prendre chacune des variables pour amener un certain nombre de choses que j'ai entendues. Déjà là, l'ensemble des contextes d'intervention qu'on a déployés aujourd'hui. Donc, les personnes ne travaillent pas dans le même contexte. Ne travaillant pas dans le même contexte, ça donne quoi? On n'a pas les mêmes problèmes, on ne mobilise pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes interventions. Donc, cette idée qu'on a souvent, qu'on va arriver avec une grille, une typologie, et que ça va être un passe-partout qu'on va mettre dans tous les enjeux, dans toutes les situations d'intervention, là. Si vous aviez cette balloune-là, je suis l'aiguille pour la faire crever. Ça ne marchera pas. C'est impossible. Ce qui va arriver dans l'intervention, comme partout, c'est de penser les différentes interventions dans des contextes similaires. Alors, c'est pour ça que ce qui est dépaysant avec un colloque comme aujourd'hui, on a parlé tellement de contextes et tellement d'approches qu'on pense souvent, mais oui, c'est quoi la bonne pour tous ces contextes-là? Mais il n'y en a pas de bonne. Les gens sont arrivés avec des contextes différents, donc ils posaient des problèmes différents. Et donc, à ce moment-là, comme Nathalie le soulevait, dans ce moment-là, ben, c'est quoi qu'on utilise? Il faut vraiment être à l'écoute du terrain pour être capable de trouver les éléments qui sont en cause. Donc, différents contextes que j'ai mis à l'écran, tout simplement. Mais je dirais que souvent, si on regarde, comme moi, les recherches que j'ai pu faire et des contextes, vous avez entendu Bruno parler, et hein, on est souvent dans des contextes, on a été d'abord sollicité par une première loi qui demandait des codes d'éthique, n'est-ce pas, dans les organisations. Donc, oui, Gilles, c'est l'injonction législative qui nous a sommé à être éthique ici au Québec aussi. Et donc, quelle est la réponse? Alors, qu'est-ce qu'un code d'éthique? Qu'est-ce qu'une démarche éthique pour établir un code d'éthique? Qu'est-ce que l'application d'un code d'éthique? Quels sont les dispositifs? Tout ça fait l'objet de nombreuses recherches au Québec, mais dans la visée, un peu comme Luc l'a fait dans une autre recherche, la première recherche que j'ai eu le plaisir de mener là-dessus, c'était est-ce qu'un code d'éthique est vraiment éthique? Qu'est-ce qu'il y a d'un code d'éthique qui relève de l'éthique, oui ou non, etc. Donc, ici, je dirais au Québec, souvent, c'est pour ça qu'on a développé des réflexions sur les modes de régulation au sens sociologique, parce que là encore, nos contextes disciplinaires.
Le même mot, régulation, il a été pris dans le contexte sociologique, il a été pris dans le contexte de la gestion, il a été pris dans le contexte de la philosophie, mais le même mot se définit dans des choses complètement différentes, mais dans le temps des conférences qu'on fait, on en prend le même mot, et les gens captent et pensent l'interpréter dans leur registre. Donc, nous, dans le registre, ici, quand on a amené la question des codes et des comités d'éthique, tout ça était dans une idée d'un mode de régulation, mais de mode de régulation comme étant des langages, comme le langage du droit, comme le langage de la morale, qui est utilisé et mobilisé dans une organisation pour faire advenir quelque chose de l'ordre de l'éthique dans cette organisation-là. Donc, on a eu les codes des comités, comme on assiste depuis des années, où sont nos principaux lieux d'intervention, qui ont été les comités d'éthique clinique et ceux qu'on a montés, et ceux sur lesquels on travaille, où là, on développe des outils. Et c'est pas pour rien que dans ces outils-là, c'était des outils d'aide à la décision, parce que ça cadrait avec l'enjeu des décisions cliniques, alors que, Jean-Philippe, quand on est dans un autre enjeu institutionnel, ben c'est plus l'éthique comme cadre de décision qui est important, c'est un autre cadre, parce que notre objet est carrément différent. Donc, il faut être sensible à cette dimension-là, ici, de voir qu'il y a des contextes de pratique. Ces contextes de pratique nous obligent non seulement à bien préciser quel type de besoin on a, mais va aller nous chercher dans l'ordre des savoirs qu'on va mobiliser pour pouvoir les définir. Donc, si on regarde maintenant dans ma ligne savoir, quels sont ici, dans les interventions qu'on a eues, il y a différents savoirs qui ont été présentés et qui ont été mobilisés. La première chose sur lesquelles moi je suis venu, une fois j'ai posé à Magali dès le point de départ, sur la question de la demande, tout simplement parce qu'on est toujours devant ces situations existentielles, comme on a pu le voir avec Samuel, où souvent ce que tu as une demande, on te demande comme éthicien, fais partie de ceci, mais jamais personne te définit clairement pourquoi on te veut, et on t'entend pas parler, on te rappelle l'expérience que vous avez mentionnée, et donc c'est pas clair, et c'est pas clarifié, et tu as beau demander, c'est pas clarifié, mais il y a des sous-entendus parce que le téléphone qu'il y a eu dit, ben, y a-t-il quelque chose de nouveau là, qui viendrait miraculeusement régler notre problème pendant qu'on ne s'est pas parlé pendant 3 semaines. Donc, il y a des demandes pas claires, et non seulement qu'elles sont pas claires, mais elles sont pas clarifiables. On n'arrive pas à les clarifier. La question des demandes acceptées conformément au milieu a été soulevée. Et là encore, ce n'est pas des jugements que je pose, c'est juste des situations de pratique. On a des bonnes raisons de prendre les demandes conformément au milieu, très souvent, et je pense que Gert l'a bien mentionné. Un milieu d'entreprise capitaliste, ben, tu ne commences pas à travailler la demande pour savoir si vous l'allez transformer en socialiste dans votre question éthique. Si c'est ça votre visée éthique, là, vous n'êtes pas le bon intervenant. Donc, il y a bien des fois que vous allez prendre la demande. Et aussi, avec l'approche, souvent on prend une demande avec l'approche des petits pas. On a la demande, Diane, les petits pas. Alors, on prend la demande, et à travers cette demande-là, il y a moyen de bricoler quelque chose pour faire advenir au moins quelque chose d'autre. Non? C'est pour ça que il y a des fois, on prend la demande conformément au milieu, parce qu'on ne peut pas vraiment la redéfinir comme telle. Mais il y a d'autres fois où la demande est questionnée. On va aller davantage vers vraiment ce qu'on appelle, moi, le besoin d'éthique dans l'organisation. Le besoin qui va être défini, évidemment, à la lumière de ton savoir disciplinaire en éthique que tu vas mobiliser. Donc là, tu vas essayer d'établir c'est quoi. Okay. Et je vais essayer de ventiler ça un peu. C'est toujours votre savoir disciplinaire. Donc là, on va aller, c'est dans le savoir disciplinaire que je vais arriver à isoler exactement, au moins pour moi, à diagnostiquer ou qualifier, c'est quoi la demande. De quoi on a besoin. Et selon que vous allez avoir un savoir disciplinaire différent dans la même situation, ce que j'ai besoin, c'est un intervenant en changement organisationnel. Non, c'est une personne en éthique. Non, c'est une personne. Chaque situation peut être interprétée à partir d'un savoir disciplinaire différent pour établir un besoin différent d'intervention. Quand on part avec la demande du milieu,
vous allez comprendre ceci, ce qui est très délicat, et certains l'ont. Moi, j'amène ici de ce que j'ai entendu, là. C'est que les gens ont déjà une préconception. Ils vous appellent parce que l'éthique, pour eux, c'est telle chose. Moi, je me suis fait, dans le temps de la mode de faire des codes d'éthique, là, je recevais des téléphones. « Monsieur Legault, vous êtes étudiant? » « Oui. On a besoin d'un code d'éthique. Pouvez-vous nous l'écrire? » « On aimerait l'avoir dans une semaine. » J'ai dit, oui, je suis étudiant, oui, je travaille là-dedans, mais c'est pas comme ça que je travaille. J'ai dit, un code d'éthique, si vous me demandez, moi, ça ne prendra pas une semaine. Ça va prendre du temps et je vais rencontrer tous vos employés. Évidemment, je n'ai pas eu le contrat, hein, vous comprendrez. Alors, donc, c'est toujours ici, hein, comprenez bien, les gens ont une préconception de c'est quoi l'éthique et ils font la demande en fonction de cela. Parce que pour eux, l'éthique, c'est ça. Et je pense que c'est hein, si vous voulez voir un exemple très intéressant, c'est la thèse de doctorat de Robert Roy sur la demande. Écoutez, la demande de formation en éthique des policiers, c'est quand même quelque chose. Qu'on demande une approche éthique, réflexive, comme on fait, dans un domaine le plus normé au monde et le plus normatif. C'est quand même quelque chose comme symptôme analysé pour d'autres. Mais c'est quand même quelque chose qui s'est passé et qui a été travaillé. Robert Roy en a fait sa thèse de doctorat pour voir justement comment entre ce qui est demandé, ce qui est en jeu, où sont les besoins, qu'il y a tout un enjeu là qu'il se situe. Donc, il y a ce niveau-là on mobilise, on part toujours d'une préconception. Ça veut dire qu'il y a donc une théorie implicite de l'éthique chez les personnes, mais nous aussi, comme intervenants, on a notre théorie de c'est quoi. Et donc, il faut être capable d'articuler, et quand il s'agit de questionner souvent la demande, c'est questionner la préconception éthique qui est derrière la demande afin d'arriver à établir si on s'entend sur exactement quel est le rôle qu'on peut faire dans le domaine, ici dans le domaine de l'éthique. L'autre point, et ça, Lise, tu m'as donné un peu de fil à retordre pour essayer de mettre ça dans mes catégories, je ne pensais pas que tu irais là du tout. Alors, mais la question est superbe. On a un savoir disciplinaire, mais il vaut quoi? C'est quoi le savoir disciplinaire qu'on mobilise? Et quelle est sa légitimité? Et là, je dirais, ce qu'on voit en éthique auquel on est confronté, auquel vous êtes confronté, mais aussi, comme hein, on vous l'a dit en me présentant, je travaille actuellement sur un autre volet de l'éthique qui est l'éthique hein, du développement technologique. Comment est-ce qu'on intègre ça dans notre société en ayant un développement responsable du développement technologique, et on étudie le cas des nanotechnologies présentement. Donc, vous savez, je travaille avec des ingénieurs, des toxicologues, philosophes, et donc vous comprendrez que le paradigme positiviste est un paradigme assez régnant. Et qu'effectivement, si ce n'est pas prouvé scientifiquement selon leur construction de la vérité scientifique, ça ne vaut rien. Et donc là, vous avez ici vraiment, c'est quand même, c'est un conflit dans notre société. C'est quoi de la science? C'est pas juste, c'est quoi de la science? C'est quoi du savoir? C'est qui monopolise comme force sociale le titre au savoir à l'intérieur de nos sociétés. On n'est pas juste un problème de la science, on est un jeu du problème du pouvoir de la science à l'intérieur de nos sociétés. Et ça, on ne peut pas faire autrement, hein, parce que ceux qui sont dans l'establishment vont toujours garder leur pouvoir, et donc on sait toutes les querelles qu'il y a eu sur hein, la science qualitative versus quantitative qui n'est pas encore réglée. Donc imaginez-vous quand on s'en va vers la science-action, puis qu'on s'en va dans la science de l'intervention. Je ne suis pas sûr que les grandes revues vont nous accueillir à ce point, dans ce domaine-là. Et je dirais aussi ce qui se joue au niveau beaucoup plus profond. C'est la prégnance de l'approche causale dans matière psychosociale comme étant que nous ne sommes que des mécanismes explicatifs
dans l'ordre de déterminisme et de relations causales, du même ordre que la matière. Mais je suis content que les physiciens ont rencontré la physique quantique pour s'apercevoir que, oups, peut-être que ce que eux mettaient comme une réalité de la matière est en réalité le résultat de leur perception de ce qu'ils ne voyaient pas. Donc, si on part d'un certain nombre ici de savoir, et on regarde ceux qui ont été présentés pour l'analyse des besoins, ben, vous avez pu voir que toutes les personnes allaient chercher un type de savoir pour essayer d'identifier le besoin. Puis là, je dis, Luc va me faire des signes bientôt, alors je vais aller plus vite. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez, chaque science arrivait à identifier un besoin et développer des stratégies. Moi, j'aimerais revenir brièvement pour l'auditoire sur, oui, mais c'est quoi notre savoir disciplinaire en éthique appliquée? Déjà là, je ne sais pas si vous avez vu par nos discussions qu'on avait eues, Gilles, etc., sur c'est quoi de l'éthique? Ici, l'éthique n'est pas posée comme une réalité sociale, il n'est pas posé comme un ethos chez les individus, il est posé comme un savoir disciplinaire relevant de la philosophie. Vous comprenez? Donc là, on a un paradigme très différent de ce que c'est l'éthique. C'est pas pour rien que André Lacroix est parti avec le pragmatisme et est arrivé à fonder à l'intérieur, à éclairer les fondements d'une approche philosophique qui redéfinit, au lieu de définir la morale comme auparavant, qui redéfinit ici la question de c'est quoi l'éthique. Alors, sur ces questions-là d'éthique, il y a eu plusieurs choses. Moi, je trouve toujours amusant parce que à chaque fois que j'entends le cas de McIntyre, je ne peux, et c'est symbolique le cas de McIntyre, parce que quand les gens l'évoquent, ils ne savent pas qu'inconsciemment, ils évoquent la personne qui a le moins bien compris l'éthique appliquée comme philosophe. Et ça, c'est intéressant. Parce que là encore, voyez-vous, encore quand on parle de nos cultures prégnantes, de ce qui, de ce savoir qui est censé être neutre, connu, on est toujours dans ce paradigme qui est celui de McIntyre, qui a une éthique fondamentale qu'on est capable de fonder en quelque part en vérité et qu'après coup on va appliquer. Alors, quand vous regardez, et ce que McIntyre faisait, c'était vraiment une critique de Toulmin, qui était au cœur de la commission de bioéthique, comme secrétaire de la commission de bioéthique aux États-Unis, où justement, et McIntyre trouvait que c'était un scandale. On a mis des théologiens, philosophes et scientifiques ensemble, et ils étaient d'accord avec les résultats de la commission. Mais quand ils sont sortis, c'était pas pour les mêmes raisons. Pour lui, c'était un scandale. Pour tout le monde et les autres, on dit, voilà ce qu'est de l'éthique appliquée. C'est que ça montre une chose, ce n'est pas l'éthique fondamentale qui règle la raison éthique. C'est une raison pratique. Et ça, c'est le début de l'éthique appliquée. Ben, McIntyre, je suppose que c'est un peu trop menaçant pour toute son entreprise intellectuelle, n'a jamais accepté une telle distinction. Et c'est parallèle avec ce qu'on avait avant. Ça n'existe plus dans notre université, mais à l'université de Sherbrooke, on distinguait la faculté des sciences pures et la faculté des sciences impures, c'est-à-dire les facultés des sciences appliquées. Et là encore, c'est très chrétien. Dès qu'on touche la matière, c'est impur. Pur, impur, c'est très beau dans notre symbolique culturelle québécoise. Et donc, cette pureté, pureté dont tu évoquais toi-même, Gilles, là, sur l'éthique, cette idée d'une pureté du savoir comparativement au fait d'être appliqué. Encore une fois, l'autre enjeu, science généralisable. Jusqu'où on peut généraliser et non généralisable. Là encore, ça revient constamment. Mais ça veut dire quoi, une science généralisable? Vous ne pouvez généraliser, et on le sait tous, plus qu'on généralise ce qu'on fait dans l'intervention, plus on arrive à des banalités. Plus que c'est général, plus que c'est banal. Dès que vous voulez avoir quelque chose de concret, vous allez quitter cette fameuse science générale.
Et ça amène donc ici si on regarde l'éthique et comment est-ce qu'on le mobilise, je dirais que nous, au Québec, on a souvent distingué déontologie et éthique, mais ça entraîne tellement de confusion que je commence moi, personnellement, j'ai changé mon vocabulaire et j'ai commencé à traduire le vocabulaire anglophone et commencé à distinguer norm-based ethics, ce que j'appelle l'éthique normative, de value-based ethics, ce que j'appelle éthique évaluative, pas axiologique, éthique évaluative. Je n'oublie pas, je suis toujours en philosophie et en type de raison pratique. Vous avez vu, par les conférences, les gens ont fait appel à Ricoeur. Ricoeur qui distingue valeur rattachée à la visée éthique. Donc, c'est ce rôle de l'idéal éthique dans la visée éthique chez Ricoeur. Robert Roy et un peu fait allusion André Lacroix, mais c'est Robert, je pense qu'il avait plus amené à travers ses travaux et son intervention le rôle des valeurs comme réalité psychosociale chez les intervenants. Et moi, qui parle toujours d'évaluation éthique comme un mode un peu à la Toulmin, un mode de raisonnement pratique ici spécifique. Vous avez vu aussi Jean-Philippe qui, lui, à partir de l'Adrière, a amené une autre perspective du sujet éthique et ces éléments de compréhension, jugement et engagement qui sont au cœur ici de ce savoir qui est mobilisé. Donc, on a vu le savoir qui permet de voir les besoins, mais une fois qu'on a établi des besoins, il faut intervenir. Et c'est comment est-ce qu'on intervient? Donc, je dirais, les philosophes éthiciens, comme bien d'autres professions, sont des professions de genre de parole. Notre intervention, c'est parler. C'est par la parole qu'on intervient. Et donc, comme tout bon professeur, aussi. Donc, il y a des professions de parole. Et c'est par l'instrument et la parole. Et c'est pourquoi on a vu, à travers le rôle souvent qui est donné aux éthiciens, de travailler à l'intérieur de ce jeu de parole. Il est soit dans la discussion, il aide à éclairer dans l'ordre de la discussion, ou on va plus loin dans ce qu'on a appelé, nous ici au Québec, le travail du dialogue, c'est-à-dire vers la convergence et d'essayer d'établir ici des consensus, ou à tout le moins les consensus sur pourquoi on n'arrive pas à un consensus. Qui est un gain énorme. Hein? C'est pas... c'est que des gens, au lieu juste de s'arracher les cheveux, comprennent pourquoi ils le font. Je vous dis, ça sauve mon mariage. L'autre chose qu'on a vu aussi, donc dans les interventions de parole, il y a aussi la formation que souvent les éthiciens ont, et c'est par les objectifs de formation. Encore là, est-ce qu'on fait juste sensibiliser dans certaines formations? Est-ce qu'on veut développer des compétences? C'est pas la même chose, c'est pas le même temps, c'est pas les mêmes approches de ce type d'intervention en éthique. Là où on était, pour moi, moins loquace comme gens en éthique, comparativement à ce qu'on écoutait quand vous parlez de l'intervention, de vos stratégies, les activités. Vous avez vu que les philosophes étaient frileux. Il n'y avait pas grande stratégie d'intervention. Et je pense que c'est là qu'on a beaucoup de travail encore à faire chez nous, dans notre communauté de praticiens. C'est-à-dire que souvent on disait, bon oui, j'ai un conflit de valeurs, puis je fais de la résolution de problèmes. J'ai nous a parlé, on a eu un rapport de force-confrontation. C'est quoi exactement que tu fais là? C'est quoi des stratégies? Donc, quand j'écoutais, j'ai dit, mon Dieu, la journée qu'on va être comme Marie puis Nathalie, on est capable de développer ça en éthique, on va avoir fait des progrès, je pense, en intervention. Donc, vous voyez que en amenant à ce qu'on a amené, il y a des approches narratives, il y a bien des approches, mais là encore, quels sont ces moyens-là? Jusqu'où ils sont efficaces? Jusqu'où ils apportent quelque chose? Qu'est-ce qu'ils apportent? On est encore trop jeune comme communauté pour le faire, mais je pense qu'on a de l'expérience depuis un certain temps et ce serait bon qu'on commence à mettre tout cela, mais qu'on commence à être attentif. À faire nos bilans, à faire nos... si on était de bons professionnels, on aurait un dossier client, puis on aurait des notes au dossier. Puis on aurait qu'est-ce qu'on a fait là, puis ça a donné quoi, puis qu'est-ce que je conseille après. On n'en est pas rendu là, mais ça serait peut-être très utile que nos journaux de bord, dans nos interventions, puissent nous aider à voir jusqu'où on va et qu'est-ce qu'on fait. Évidemment, j'ai dit l'humanité, la question éthique est toujours rattachée
Ce n'est pas, par expérience, je peux vous le dire, c'est pas parce qu'on se dit éthicien qu'on est éthique. On n'est pas des gens qui donnent l'exemple. André Lacroix il a dit, il a soulevé. Et donc ça, là, de se penser parce qu'on est en éthique et que parce que je traite l'éthique des autres, que je traite bien mon éthique, c'est pas toujours le cas. Il faut donc être très sensible à tous les pièges de l'intervention. Certains ont été soulevés, la question de la consultation payante ou le professionnel salarié, quelqu'un avait soulevé, c'est évidemment qui paye un droit de regard et comment vous devez gérer ce conflit d'intérêts. Remarquez bien, je ne suis pas dans la position juridique qui nous dit qu'il faut éviter tout conflit d'intérêts. Ça montre je dirais, l'abstraction du droit. Comment vous voulez demander à quelqu'un de sortir de toute situation de conflit d'intérêts? Exister, c'est être en conflit d'intérêts. Donc, à part le suicide, je ne vois pas grand-chose. La question n'est pas de sortir des situations de conflit d'intérêts, c'est de savoir comment je les gère pour pas qu'ils entraînent quelque chose de négatif sur quelqu'un. Donc, on a vu ça, le prestige, ça a été nommé, je pense que c'est Gert qui avait nommé ça. L'autre chose, c'est outrepasser son mandat. Gert encore a amené ça. Et c'est là que je ramène la fameuse retenue axiologique, telle que moi je l'ai compris. C'est-à-dire que, on l'a vu tout à l'heure, intervenir, ça amène un changement. Donc, dans le sens que Lise le posait, puisque j'amène un changement, je ne suis pas neutre, je suis là pour amener un changement. Donc, j'interviens. Mais à part ça, c'est comment j'interviens. Là, c'est est-ce que je vais imposer une vision à l'autre? Par exemple, c'est le problème, une discussion que j'ai déjà eue, moi, avec des éthiciennes féministes. Quand vous faites une intervention, arrivez-vous avec un modèle féministe, puis imposez-vous un modèle féministe ou pas? Avec un éthicien marxiste, il va poser la même chose. Est-ce que tu imposes un modèle? Qu'est-ce que tu fais? Donc, la retenue, c'est quel est ton rôle et à partir de quoi tu mobilises ou pas. Évidemment, on sait que tout professionnel a un pouvoir de faire advenir quelque chose, mais il peut se transformer en pouvoir sur les personnes. Donc, un éthicien, il sait que les gens ont souvent mauvaise conscience de parler d'éthique, donc il peut manipuler facilement en utilisant l'éthique. L'autre chose qui avait été soulevée, vous apprenez des choses, et souvent c'est un conflit que peut avoir un éthicien, il apprend des choses qui paraissent scandaleuses et qui sont révélées à l'intérieur d'une intervention confidentielle. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? En public ou pas, dénoncer. Et l'autre chose, aussi parce qu'on l'a soulevé, livrer des résultats. Souvent, les organisations s'attendent à une obligation de fin. Comme tout bon professionnel, tout ce que nous avons, c'est une responsabilité de moyens. On a pris les meilleurs moyens, mais je ne peux pas garantir que les moyens que je prends, et ça, je sais ça comme une longue tradition de professeur, j'ai pris beaucoup de moyens, mais je ne suis pas sûr des résultats. Dernier point sur l'éthique de l'intervention, point qui a été soulevé plusieurs fois par Gilles et Bruno aussi, Lise a été soulevé avec la transformation qu'on a des recherches. Et moi, c'était le problème dès le point de départ. Quand j'ai commencé de l'éthique appliquée, on m'a traité de vendu, on m'a traité d'être à la solde du capital, on m'a traité de toutes sortes de choses parce qu'on disait, comment peux-tu faire de l'éthique avec des gens pour une non-éthique déjà jugée comme moralement inacceptable? Et donc, comment faire de l'éthique sans être récupéré? Et ça, je dirais, c'est un défi. C'est un défi parce que les forces sont qu'on peut te manipuler, t'utiliser dans des organisations. Le gouvernement fait l'appel à l'éthique. Derrière l'appel à l'éthique, il y a un moment donné, il met plus de l'éthique, mais de la déontologie et du droit. Puis toi, tu essaies de faire de l'éthique dans ta société. Et donc, tu es coincé comme intervenant à avoir cette position de résistance sur le terrain. Et je pense que quand tu parlais de résistance, l'intervenant ici a une résistance sur le terrain et avec les forces du terrain pour faire advenir quelque chose. C'est comme ça qu'il peut relever ce défi éthique constant qu'il a d'être récupéré. Nos chantiers à poursuivre. Ben, je pense que toute cette question-là de la recherche, je pense que ça, c'est un dossier qu'il faut regarder de près.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tout cet enjeu de questionner les recherches qui sont, et ça, je dois souligner que la thèse de doctorat de Diane Girard, qui a finalement été déposée, son grand défi était de faire une thèse en éthique en respectant le genre d'éthique qu'on fait à l'intérieur du HEC. Donc, vous voyez qu'elle est prise dans ces contradictions de paradigmes scientifiques avec éthique, et on a hâte de voir les autres lecteurs de la thèse par rapport à ce travail qu'elle a voulu faire, d'entrer dans ce débat-là pour faire une place à ce genre de recherche qualitative en éthique qui a sa place pour amener la réflexion, même dans la mecque du HEC. Nos savoirs disciplinaires, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, nos distinctions, l'approche de Ricoeur, une approche psychosociale comme Robert Roy, une approche évaluative comme moi, mieux les comprendre, pas les confronter, c'est savoir comment on peut s'en utiliser dans les bons espaces et selon les besoins qu'on a. Donc, on arrête de penser à des modèles uniques. Moi, il n'y en a pas de modèle unique, mais il faut être capable toujours de justifier ce qu'on mobilise en fonction des besoins du travail qu'on a à faire. Stratégie d'intervention, je l'ai mentionné, je pense que là, on a beaucoup de choses à faire là-dessus et réfléchir sur à chaque fois qu'on veut mettre un dispositif en place. Je pense qu'on a entendu beaucoup de choses dans la question du changement, etc. On a beau proposer des dispositifs, mais est-ce que le milieu, structurellement prêt à accepter le dispositif, 2, est-ce qu'on a donné, comme l'a amené des beaux exemples de Jean-Philippe, est-ce que le milieu est prêt à faire l'apprentissage collectif nécessaire pour rendre les acteurs capables, donc capacitation des acteurs, mais aussi donner les conditions matérielles pour assurer la réussite du projet. Donc voilà, moi, ce que je retiens de ce colloque et bien d'autres choses, évidemment, mais c'est ce que je voulais vous livrer en fait.